séance est reprise. À présent, nous allons écouter les réponses du Premier ministre aux questions posées par les députés. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le Président, honorables députés, je voudrais d'abord m'excuser pour le retard qui a été accusé. Alors, je voudrais d'abord remercier les honorables députés pour leurs questions. Pour les questions qui ont été posées. Et ce sont des questions intéressantes, mais également des questions pertinentes. Et en tout cas, j'étais très sensible aux préoccupations qui ont été exprimées et qui sont celles des Burkinabés. Ce sont les préoccupations des Burkinabés que vous avez eu à traduire. Et c'est tout à fait légitime. Alors, il reste entendu que les réponses que nous allons donner ici sont en fait des réponses qui sont relatives aux préoccupations récurrentes qui ont été posées. Et il reste aussi entendu que vous aurez le loisir, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, d'interpeller les ministres qui s'occupent des questions sectorielles. Voilà. Et donc, ne soyez pas frustrés de voir qu'il y a peut-être certaines préoccupations spécifiques qui n'ont pas été prises en compte. Et il faut également préciser que l'approche que nous avons choisie pour la présentation de la feuille de route, c'est effectivement donc bâti sur les 4 objectifs de l'agenda de la stratégie, de la transition plutôt, et que en fait, il y a certaines préoccupations sectorielles qui ne ressortent pas forcément. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, vous aurez l'occasion d'interpeller les ministres de mon gouvernement par rapport à certaines préoccupations spécifiques. Pour ce qui concerne les préoccupations d'ordre général, il nous a été demandé si le pays avait changé de devise. Bon, de notre point de vue, il n'y a pas d'amalgame possible. Donc la devise reste toujours unité, progrès, justice. Mais il faut aussi noter que nous sommes dans un contexte de guerre. Voilà, et donc, c'est pour ça que, je dirais, le slogan « La patrie ou la mort » est revenu. Et d'ailleurs, il faut dire que c'est un élément de notre hymne national. Voilà. Donc, il n'y a pas de complexe à ne pas l'utiliser. Voilà. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont remarqué, au niveau des FDS, c'est devenu donc le mot d'ordre, c'est devenu le slogan majeur. Voilà, pour se galvaniser. Voilà. Et donc, c'est ce que je voulais préciser. Alors, donc, après ce préalable, je voudrais donc, avec la permission de Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, répondre aux questions des honorables députés. Alors, il faut dire que, donc, il y a. Alors, pour ce qui concerne la question de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Certains honorables députés sont revenus sur la proposition de comités locaux de dialogue. Est-ce que ces comités-là vont remplacer les structures existantes, telles que l'ONA-PROJEC ou l'ONAFAR? Il faut préciser que ces comités ne vont pas remplacer ces structures qui interviennent déjà dans la
prévision et la gestion des conflits communautaires et qui font un travail formidable sur le terrain. Et ils vont donc, les comités là, ils vont travailler plutôt dans la complémentarité et dans la synergie pour justement la restauration de la paix et de la cohésion sociale dans les localités affectées par les attaques terroristes. Toujours par rapport à la question de la prévention de la radicalisation et de la lutte contre l'extrémisme violent. Il faut dire que, et je tiens à annoncer ici déjà, que très prochainement, le gouvernement va adopter en Conseil des ministres la stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de la lutte contre l'extrémisme violent. Et donc, dont les actions prévues concernent aussi bien la prévention que la gestion de la radicalisation. Et ça, c'est important donc à préciser. Alors, est-ce que, il y a une autre question aussi qui concerne les conditions d'accueil. Est-ce que les conditions sont réunies pour accueillir les enfants enrôlés dans le terrorisme? Et ça aussi, nous voulons annoncer ici qu'il est prévu la création d'un centre national de déradicalisation dont l'objectif donc justement va être de faciliter le retour des enfants burkinabés enrôlés dans les groupes terroristes. Alors, il y a aussi une question qui concerne le cas de Béguedo. Voilà, comment le gouvernement compte gérer le cas de Béguedo. Bon, il faut d'abord dire que le gouvernement déplore ces actes de vandalisme qui contribuent justement à l'effritement de la cohésion sociale. Alors, il faut également dire que les investigations sont en cours, donc et les auteurs, bien sûr, seront traités, et ces actes-là seront traités conformément à la loi. Et je pense qu'on vient de me dire qu'il y a eu des arrestations déjà qui ont été procédées. Alors, la dernière question concernant le processus de réconciliation nationale, est-ce qu'il y aurait une remise en cause ou une continuité de processus? Il faut dire que l'axe 4 de la feuille de route, la transition, donc il a été mentionné dans l'axe 4, il a été mentionné clairement donc le gouvernement s'engage à poursuivre le processus en cours. Parce qu'effectivement, il y a un travail qui a été fait et effectivement, donc même avec les partenaires techniques et financiers, on en parlait la semaine dernière, nous allons poursuivre, nous allons renforcer le processus. Alors, il y a une question qui concerne les primes des militaires. Alors, il faut préciser qu'il y a des primes d'opération pour ceux qui vont sur le terrain. Et je peux donner quelques taux ici. Alors, pour les soldats du rang, les primes c'est 3 000 francs par jour. Et pour les sous-officiers, 4 000 francs par jour. Et pour les officiers, 5 000 francs par jour. Alors, je précise également pour ce qui concerne les ayants droit, donc c'est 10 millions aux ayants droit. Maintenant, il faut dire que quand un soldat tombe, il est aussi donc automatiquement promu au grade supérieur. Et son salaire est payé donc pendant 5 ans. Donc 2 ans, pendant 2 ans, donc sa famille bénéficie du salaire plein. Et pendant 3 ans, c'est la moitié du salaire. Donc, pour ce qui concerne toujours la question de la défense, il faut dire que, bien sûr, pour ce qui concerne la question du COTN, du commandement des opérations du théâtre national, le texte a été pris et il est appliqué. Le commandement est opérationnel. Voilà. Et donc, ça, c'est ce que je peux préciser. Et il faut dire que pour ce qui concerne la réorganisation d'une façon générale, les textes
donc, ont été préparés. Il ne reste plus qu'à les appliquer. Voilà. Et toujours par rapport à la question de la coopération, il faut d'abord préciser que nous sommes déjà en coopération avec plusieurs pays, hein, donc des pays africains, des pays européens, des pays américains, des pays asiatiques. Et donc, une réflexion, justement, est en cours au niveau de la défense, donc en vue de orienter la stratégie de coopération pour optimiser les domaines de coopération en fonction des opportunités qu'offre chacun des partenaires. C'est ce que nous avons voulu dire. Dire que, en fait, nous, on ne se ferme pas. Voilà. Donc, on est ouvert à tout type de partenariat parce que nous savons qu'un seul partenaire ne peut pas nous offrir tout. Il y a des partenaires, il y a certains qui sont spécialisés sur les questions de renseignement, il y a d'autres qui sont spécialisés sur les questions de formation, sur les questions d'équipement. Donc, nous, on se donne le droit de choisir le partenaire qui va nous offrir beaucoup plus de compétences donc dans son domaine. Alors, donc, ça c'était pour ce qui concerne la question de la défense. Alors, pour la question liée à la décentralisation et à la déconcentration, donc il y a des questions qui ont été posées par rapport à ça. Bon, il faut dire que la question de la décentralisation la décentralisation en général s'accompagne d'une représentation territoriale au moyen de circonscriptions administratives. Et donc, chacune, bien sûr, a ses attributions et un rôle précis. Donc, il n'y a pas en soi un conflit de compétences donc, entre les deux entités et du reste. Donc, la prochaine lecture du Code général des collectivités donc, va prendre le soin de clarifier donc, les domaines de compétences, donc les compétences exclusives, les compétences partagées et donc les compétences consultatives et définir la nature des relations entre les différentes entités. Alors, pour ce qui concerne les priorités de la transition et la mise en œuvre des autres chantiers de développement, je tiens à rassurer que le PNDS 2 va continuer. Voilà, et ça, je tiens à vous rassurer ça. Pour ce qui concerne la première phase du PNDS, le PNDS 1, je tiens aussi à vous dire que donc on va tirer les leçons. Personnellement, je voudrais vous dire que moi, dans une autre vie, j'ai participé à l'évaluation à mi-parcours du PNDS. Donc, je connais un peu les problèmes. Donc, c'est pour vous dire également que nous savons, donc nous sommes conscients. Et d'ailleurs, nous en avons discuté avec les partenaires techniques et financiers, donc certains partenaires la semaine dernière, et nous les avons rassurés que nous allons poursuivre. Mais bien entendu, compte tenu des priorités que nous avons, compte tenu aussi des actions qui sont prévues dans l'agenda de la transition, il sera nécessaire justement pour nous de voir dans ce PNDS 2-là quels sont les projets structurants. Quand on parle de projets structurants, ce sont les projets à fort potentiel, à fort impact. Donc qu'on va choisir, qu'on va sélectionner et qu'on va mettre en lien avec les actions qui sont prévues dans l'agenda de la transition pour faire un nouveau référentiel de développement. Parce que le PNDS 2 a été élaboré de façon participative et de façon inclusive, avec tous les acteurs. Les corps de l'État, donc toutes les administrations ont pris part, les OSC ont pris part, les partenaires techniques et financiers aussi ont contribué activement. Donc c'est un document technique. Voilà, donc je tiens à vous rassurer. Alors, combien va coûter l'effort de guerre? Il faut dire que actuellement, la part du budget consacrée à la défense et à la sécurité, c'est 1/5. Donc, ce qui est une évolution, bien entendu, donc, par rapport aux autres années. Alors, pour ce qui concerne la crise alimentaire,
la crise alimentaire, donc il y a une question qui concerne l'alimentation du bétail. Voilà. Et donc je voudrais vous dire ici, vous annoncer qu'il y a des acquisitions en cours, voilà, et pour permettre aux éleveurs d'en disposer. Et bien sûr, pour ce qui concerne les questions alimentaires, on va ouvrir d'ici vendredi là, donc les boutiques témoins. Également, donc je tiens à annoncer qu'il y a également donc d'autres initiatives là, donc qui sont en train d'être prises. Notamment, il s'agit de l'accompagnement de la centrale d'approvisionnement, donc en intrants et matériel agricole, pour l'acquisition de 73 000 tonnes d'engrais et plus de 13 000 tonnes de semences améliorées. Alors, il faut également dire qu'il y aura une livraison de 5 000 tonnes d'engrais, donc qui a débuté, donc ça a déjà débuté, donc en fin mars 2022, donc pendant que les semences certifiées donc, seront disponibles à partir du 15 avril. Il y a aussi 3 000 tonnes de fumure organique qui vont être livrées aux producteurs. Et donc j'annonce aussi la mise à disposition de plus de 50 000 tonnes d'engrais à prix subventionné au profit des producteurs. Et donc il y a également la mise à disposition donc à prix subventionné de 1496 unités de matériel à traction animale. Et donc voilà, donc 500 animaux de trait, 669 unités motorisées. Bon, je m'arrête là pour les chiffres. Voilà, mais donc il faut également ajouter donc la prise en compte des PDI, donc bénéficiant des terres cultivables dans la distribution des intrants agricoles. Donc c'est ce que je voulais dire donc pour ce qui concerne la question de la crise alimentaire. Alors, il faut aussi dire, pour ce qui concerne le genre, bien sûr, vous avez dû noter que nous avons créé un ministère plein en charge du genre. Donc, c'est pour dire également que c'est une préoccupation pour nous. Voilà, et donc, voilà, donc je tenais à préciser cela. Bien sûr, il y a d'autres initiatives donc, qui vont être prises en charge donc, bientôt. Alors, pour ce qui concerne la question de la caisse, la caisse pour l'assurance maladie universelle. Effectivement, donc il y a un honorable député qui est venu sur la question. Il faut dire qu'à ce niveau, donc l'opérationnalisation se poursuit. Et nous sommes d'accord effectivement qu'il faut donc voir dans ce sens-là. Et il est prévu l'élaboration d'une nouvelle réforme pour la mise en œuvre efficiente de la gratuité des soins. Donc au profit des personnes vulnérables, des femmes enceintes, des enfants de moins de 5 ans. Donc pour ce qui concerne, je reviens sur la question de la Caisse nationale d'assurance maladie. Bon, bien sûr, il est prévu des actions dans ce sens-là. Et les décrets prioritaires pour l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle donc, seront examinés dans les prochains jours par le gouvernement. Alors, donc pour la question de la suspension des mesures, des recrutements sur mesures nouvelles, est-ce que ça concerne aussi les recrutements sur mesures nouvelles au profit des personnes vivant avec un handicap? Bon, il faut dire que la décision d'abord, elle est temporaire. Voilà, et parce que, en ce qui concerne les mesures nouvelles, il y a eu quand même beaucoup d'abus. Et aujourd'hui, nous voulons faire le point, faire l'état de lieu, faire le diagnostic, et puis voir donc justement comment est-ce qu'on va revoir les textes pour qu'il y ait un peu plus d'équité dans l'accès donc à la fonction publique. Mais il faut également ajouter quand même que les concours spécifiques, donc directs et professionnels, et pour ces concours-là, donc il y a également donc des dispositions qui sont prises pour que les personnes
vivant avec un handicap soient concernés. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau-là. Alors, il y a une question aussi qui concerne le retard dans le traitement des actes de carrière des sortants dans les écoles et centres de formation professionnelle. Je voudrais annoncer qu'il y a un guichet unique qui a été mis en place au sein du ministère en charge de la fonction publique pour prendre les actes dans la célérité. Et ce guichet unique-là regroupe l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la chaîne de la prise des actes. Alors, qu'est-ce qui sera fait pour la dépolitisation de l'administration? Donc c'est une grande question, c'est un grand chantier pour nous. Alors, il faut d'abord dire que pour la dépolitisation de l'administration, nous allons faire en sorte que pour l'accès aux postes, notamment les postes de responsabilité, que ce soit fondé sur les compétences techniques et sur les valeurs morales. Et ça, je l'ai dit également dans la présentation ce matin. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut bien sûr élaborer des profils et des critères d'accès au poste. Et bien entendu, la question des tests de recrutement des directeurs généraux, bien sûr, c'est une question qui est d'actualité. Bon, mais il faut dire que quand nous sommes arrivés, on a fait le point, et c'est vrai, il y a un dispositif qui était là, mais il y a besoin de revoir les textes, parce qu'il y a une commission interministérielle de recrutement des DG, et là aussi, il faut qu'on revoie les textes pour faire en sorte que les tests là soient les plus objectifs possibles. Bien sûr, en attendant, il faut promouvoir l'accès aux postes de responsabilité sur la base des compétences techniques et sur les valeurs. Et également, il faut dire que il y a, en ce qui concerne la dépolitisation de l'administration, il y a un avant-projet de loi qui avait été élaboré en 2015 et qui n'avait pas été mis en œuvre, enfin qui n'avait pas été transmis pour adoption à l'Assemblée. J'espère que ce sera l'occasion pour nous cette fois-ci de pouvoir le transmettre et en vue de son adoption. Voilà. Et nous avons instruit le ministre en charge de la fonction publique de réexaminer ce projet-là en vue de son adoption. Alors, pour ce qui concerne la question de la jeunesse, il y a une question qui concerne l'ouverture de la fenêtre sur la jeunesse pour la création d'emplois et que ça va se limiter à la formalisation des entreprises. Alors, il faut dire également qu'à ce niveau, au-delà de l'accompagnement à la formalisation des entreprises des jeunes, le gouvernement va mettre l'accent sur le développement des entreprises, à travers des appuis au développement de compétences, la mise en place de mécanismes appropriés de financement et le développement du marché à travers l'amélioration des circuits d'écoulement des produits et services des jeunes moteurs. Il faut dire également que la politique de l'emploi va se fonder sur les entreprises, parce que tout le monde reconnaît que l'État à lui seul ne peut pas créer des emplois. Et donc nous allons promouvoir les entreprises qui créent beaucoup d'emplois. Et donc il y aura aussi des mesures incitatives pour accompagner ces entreprises afin qu'elles créent beaucoup plus d'emplois. Alors il faut dire également pour ce qui concerne, il y a une question sur le plan de réinsertion socio-économique des personnes déplacées internes. À ce niveau, il y a un plan d'urgence qui existe déjà au niveau du ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Mais il faut dire que nous sommes engagés dans l'élaboration d'une stratégie globale d'insertion des personnes déplacées internes et de toutes les personnes qui sont affectées par le terrorisme. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a un partenaire technique et financier qui s'est déjà positionné pour financer cette stratégie. Alors, concernant la question de
de la communication, enfin de la culture plutôt. Je tiens à rassurer les acteurs culturels que la culture est prise en compte dans l'objectif stratégique 3 de l'agenda de la transition, donc pour refonder l'État et améliorer la gouvernance. Il va s'agir justement sur les 3 ans là, donc de mieux orienter la stratégie nationale de la culture et du tourisme vers les objectifs stratégiques de la transition. Et donc il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues, notamment la mobilisation des ressources culturelles endogènes pour promouvoir la cohésion sociale et la paix. Il y a également la promotion de la déontologie et des valeurs individuelles et collectives de référence de la transition. Il y a également le renforcement de la gouvernance du secteur de la culture, des arts et du tourisme, l'accompagnement technique et financier des acteurs, et puis la promotion du patrimoine culturel burkinabé et de l'identité nationale. Il faut dire que, d'une façon générale, ce qu'on peut dire, c'est que nos priorités en matière de communication, culture, art et tourisme vont consister à renforcer les secteurs des médias, de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. En tout cas, pour en faire de véritables canaux de promotion des valeurs individuelles et sociétales, collectives, de référence, qui participent au rayonnement économique et social de votre pays. Voilà ce qu'on pourrait dire sur les principales questions. J'insiste sur le fait que vous avez le droit, bien sûr constitutionnel, d'interpeller n'importe quel ministre sur certaines questions. Et je voudrais justement, Excellence, Monsieur le Président, terminer par un engagement. Parce que, comme ce que j'ai dit, dans une autre vie, j'ai travaillé avec la défunte Assemblée nationale. Nous avons élaboré une stratégie, un plan stratégique. Et dans le diagnostic, nous avons noté que dans les gouvernements précédents, il y avait des difficultés en ce qui concerne le dialogue entre le gouvernement et l'Assemblée. Et moi, je m'engage à faire en sorte que vous puissiez accomplir cette mission constitutionnelle de contrôle de l'action gouvernementale, en faisant en sorte que les ministres que vous allez interpeller puissent se rendre disponibles pour venir répondre aux questions orales, aux questions d'actualité et à toutes les questions que vous voulez. Je voulais terminer par cet engagement-là. Excellence, Monsieur le Président, honorable député, je vous remercie pour votre attention. Le débat est clos. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'Assemblée législative de transition prend acte de votre présentation de la feuille de route de la transition. Il en est ainsi décidé. L'Assemblée législative de transition vous réitère ses félicitations et vous adresse ses vœux de succès à vous-même et à l'ensemble des membres de votre gouvernement. Mesdames et Messieurs les députés, l'ordre du jour de la présente séance est épuisé. Notre prochaine séance plénière aura lieu demain mardi 5 avril à partir de 10h. Elle sera consacrée à l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée législative de transition. La séance est levée. Vous aurez bientôt le projet de règlement, monsieur les honorables députés, qui va vous l'expliquer.